On en a des choses à rattraper, hein. 5 ans d'absence, ça fait pas mal de lectures. Je vous promets, je ne vais pas faire toutes mes lectures de l'année depuis genre 2020, 2021, machin. Je vais simplement vous présenter mes meilleures lectures de ces 5 dernières années, par année. Nous allons commencer très très fort avec L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Avec ce livre, c'est là où j'ai regretté de ne pas avoir découvert Toni Morrison de son vivant, parce que c'est une autrice absolument exceptionnelle. Je le mets toujours au présent parce que on a la chance d'avoir ces livres. Nous suivons 2 petites filles qui vivent dans les années 40 dans un quartier de l'Ohio. Et si l'une déteste les poupées blondes qu'on n'arrête pas de lui offrir, puisque il n'y a que ça, il n'y a pas de petites poupées noires, la deuxième aimerait avoir les yeux bleus, parce que pour elle, c'est le signe qu'elle serait belle. C'est une lecture qui m'a profondément marquée, qui m'a profondément remuée. C'est un grand roman et c'est un livre qui m'a vraiment donné envie d'écrire. C'est un livre qui m'a donné envie de découvrir les autres livres de Toni Morrison. Mais en fait, j'y vais un peu à reculons parce que je me dis, si L'œil le plus bleu a déjà eu un impact aussi fort sur moi, à mon avis, Beloved va me briser le cœur. Les 2 fillettes sont absolument attachantes, c'est bien écrit et surtout, quand on sait que L'œil le plus bleu était à l'origine une nouvelle qu'elle avait proposée lors de ses cours d'écriture, j'ai trouvé cette anecdote absolument exceptionnelle. Et oui, c'était une grande dame, mais ça l'est toujours grâce à ces livres qui restent malgré tout disponibles. Et franchement, si vous n'avez pas essayé Toni Morrison, vraiment, faites-le. C'est incroyable ce qu'elle fait. On va passer sur un autre format. Hein, voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une fantasy qui m'avait pris comme ça, qui m'avait agrippée comme ça. Et en plus, je l'ai lu au meilleur moment, puisque je l'ai lu lors du confinement. Hein, parce que en tant que libraire, je peux vous dire que ça aurait été compliqué de me farcir. C'est combien? C'est même pas 1000 pages, mais c'est à peine pas 1000 pages. Hein. 987 pages. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le prieuré de l'Oranger, on est dans un monde de fantasy avec un rhénome donc qui est dirigé par une reine, et de génération en génération ce sont toujours des reines, et le principe c'est que les reines ont besoin d'enfanter, sinon la lignée s'arrête. Et ce serait un drame épouvantable puisque ça réveillerait le dragon, la terreur, si je me souviens bien, je sais plus exactement comment il est nommé, mais en tout cas ça réveillerait un dragon millénaire qui a été enfermé justement par cette lignée de reines. Et disons que la reine actuelle, si je me souviens bien, c'est Sabran, disons que elle a pas envie d'enfanter, elle a pas envie qu'on lui impose un mariage. C'est la raison pour laquelle le prieuré de l'Oranger a envoyé une de ses meilleures émissaires, en secret, bien évidemment, parce que le prieuré de l'Oranger utilise la magie, et la magie est totalement proscrite dans le rhénome. Et vous vous doutez bien que les dragons sont pas non plus très bien vus, hein, puisque y a un dragon qui a été enfermé et qui a failli détruire le monde. Donc pour le rhénome, la magie est interdite, les dragons sont interdits, alors que dans le royaume voisin, enfin qui est quand même de l'autre côté de l'océan, les dragons sont considérés comme des destriers que l'on peut dompter, et ce sont des dragons d'eau, et nous suivons donc une future dragonnière qui va passer justement le test d'initiation pour devenir dragonnière officiellement. Et évidemment, vous vous doutez bien que tout ce petit monde va se réunir. C'est une énorme pavasse, hein, on va pas se le cacher, mais Samantha Shannon a réussi à m'agripper dès les premières pages, et au bout de la 200e, alors c'est pas beaucoup hein, à l'échelle de ce livre, mais c'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience du travail de l'univers, et qui m'a vraiment intéressée, qui m'a vraiment intriguée. Les personnages sont là aussi attachants, nous avons une petite relation lesbienne, ce qui fait plaisir. C'est un univers dans lequel je vais adorer me replonger avec Un jour de nuit tombée. Je vais adorer replonger dans cet univers, et vraiment, c'est une saga de fantasy que j'ai adorée. Petite découverte tardive, mais bon, écoutez, hein, on fait les découvertes comme on peut. Les carnets de cerises, voilà. J'ai adoré le premier tome de cette saga, et je sais plus quand est-ce que j'ai lu le deuxième, mais ça devait être peut-être en 2021.
mais c'est absolument adorable. Nous suivons Cerise qui est une petite fille dont le rêve le plus grand serait de devenir autrice. En plus, il y a une autrice qui vient de déménager dans le village et donc elle veut devenir amie avec elle, quitte à oublier ses autres amis et sa maman, puisque elle veut réaliser son rêve. Et son truc, c'est qu'elle a des petits carnets où elle note un peu les bizarreries qu'elle peut découvrir au fil des jours et qui pourraient peut-être l'inspirer pour écrire des romans. Et un jour, lorsqu'elle est dans la cabane avec ses amis, elle découvre un vieux monsieur qui part dans la forêt, dans un endroit où elles ne sont jamais allées, et qui revient plein de peinture et accompagné d'un perroquet. Cerise va vouloir enquêter sur ce vieux monsieur et essayer de découvrir son secret. C'est absolument adorable, les illustrations sont sublimes, très tendres, très douces. Ça parle aussi de ce moment de l'adolescence où on se cherche et où on oublie peut-être les choses essentielles comme l'amour de ses amis ou l'amour de ses parents. Et c'est absolument adorable, j'ai adoré cette série et je pense que j'irai me la procurer incessamment sous peu. J'ai déjà le tome 2 dédicacé, mais du coup j'irai m'acheter le tome 1 et du coup les autres pour découvrir la suite. Cette bande dessinée là, j'en garde pas énormément de souvenirs, mis à part une impression de douceur, là aussi, un peu comme dans les carnets de Cerise, c'est les saveurs du printemps. Je suis un jeune homme qui a hâte de partir à l'université parce que, voilà, il en a assez d'être dans son petit coin paumé. Tout ce qu'il a envie, c'est de partir en ville et de s'enlever un peu cette identité qu'il a depuis des années, c'est-à-dire le fils du boulanger. Sauf que le nouvel employé de son père va peut-être changer la donne et il aura peut-être envie de passer un peu plus de temps dans son village. Là, très sincèrement, je vous résume la BD avec le peu de souvenirs qu'il m'en reste, mais quand je l'ai lu, j'étais bien. C'était un cocon, une bulle qui était absolument mignonne, une petite romance MM en plus. Voilà, ça fait plaisir, c'est tout doux. Pour les fans de Heartstopper, je pense que vous pourrez y trouver votre compte parce que c'est absolument adorable. Ma première découverte de Carole Martinez avec Les Roses Fauves. C'est un Nolni, un objet littéraire non identifié qui peut se rapprocher de la weird fiction et c'est, oui, on va dire un peu que c'est les prémices de ma découverte de la weird fiction et je l'ai tout simplement adoré parce que l'autrice m'a emmenée dans des territoires où je ne m'attendais pas à aller. Nous allons suivre l'autrice qui part en retraite d'écriture en Normandie, si je me souviens bien, et qui va faire la connaissance d'une postière un peu particulière et surtout qui va l'intriguer. Cette postière est atteinte d'un léger handicap, en tout cas elle boite, et de fil en aiguille, au fil de la discussion, elle va l'emmener chez elle et elle va lui montrer ses cœurs cousus. Elle a une collection de cœurs cousus qui est une pratique dans sa famille où, au moment où les femmes sentent que la mort arrive, elles écrivent leurs plus gros secrets et les enferment dans un cœur cousu qu'elles lèguent à leur fille. Sauf que cette jeune femme se retrouve avec énormément de cœurs puisque les filles de ses aïeules étant mortes, étant décédées, elle a récupéré tous les cœurs, mais elle s'est toujours promis de ne jamais les ouvrir puisque c'est un peu le principe. Sauf que l'un d'eux va s'ouvrir parce que il était mal cousu et donc tout va se déverser dans l'armoire de cette jeune femme et elle va découvrir un sachet de roses. Des roses un peu magiques qui ont le pouvoir d'ensorceler tous ceux et celles qui sentent leur odeur. C'est un livre qui joue avec énormément de codes, le code des contes, des légendes un petit peu arthuriennes, le drame shakespearien. C'est un melting pot d'énormément d'inspiration, mais qui assume ensorceler parce que je l'ai tout simplement adoré. J'ai le cœur cousu qui m'attend depuis des années, mais écoutez, Carole Martinez, c'est aussi une autrice que j'ai découvert en 2020, du coup, et que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai hâte de prendre le temps de découvrir un peu plus. Nous allons arriver vers une des autrices qui va revenir assez régulièrement dans les prochaines vidéos, Anne-Laure Bondou avec L'aube sera grandiose. Je vous dirais que si vous avez besoin d'un roman estival, lui fait parfaitement l'affaire, parce qu'il est en même temps très adapté pour la période estivale et il porte des messages vraiment très intéressants et très prenants. Nous suivons Nine, 16 ans, qui sort de son entraînement de natation et qui n'a qu'une seule hâte,
aller au bal du lycée. Ça fait des mois qu'elle se prépare pour y aller et c'est vraiment l'événement qu'elle ne veut pas manquer. Sauf que sa mère, en venant la chercher après son entraînement de natation, va l'emmener dans une cabane au bord d'un lac. Et vraiment, c'est une cabane qui n'a pas été visitée depuis longtemps. Il y a de la poussière un peu partout. Même pour venir, il y avait des ronces. Il a fallu créer limite le chemin pour atteindre la cabane. Et quand elle s'installe dans la cabane, sa mère lui annonce que cette nuit, elle va lui raconter son histoire. L'histoire familiale et tout ce qu'elle lui a caché et pourquoi est-ce qu'elle lui a tout caché. C'est un roman absolument merveilleux. Je n'ai pas d'autres mots. Anne-Laure Bondou est une autrice que j'aime énormément et vous le découvrirez dans la suite de cette petite série. Voilà, je l'ai découverte avec L'Aube sera grandiose et je vous conseille vraiment de la découvrir avec L'Aube sera grandiose parce que vraiment c'est un livre qui se lit tout seul. C'est bien écrit, les personnages sont profonds et on est embarqué dans la France des années 70 et 80, là où il y a eu énormément de mouvements sociaux et de mouvements politiques, ce qui est mais vraiment passionnant à suivre. Vraiment, Anne-Laure Bondou, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, c'est vraiment une excellente autrice. Là, je vais vous présenter un roman un peu plus classico-roman américain, on va dire, mais sur le moment, je l'avais vraiment adoré et surtout, ça présentait une tragédie avec un personnage un peu gris et c'est ça qui m'avait vraiment accroché, c'est Les Dynamiteurs de Benjamin Whitmire. Nous nous trouvons à Denver en 1895 et nous suivons un groupe d'enfants qui tentent tant bien que mal de sauvegarder leur groupe dans l'usine qui se trouve au milieu des bidonvilles de Denver. Et on va pas se mentir, une usine avec un toit et des murs, c'est quand même un peu mieux loti que les bidonvilles qu'il y a tout autour et les cabanes en tôle. C'est pour ça que les adultes essayent de les chasser par tous les moyens et que les enfants se retrouvent très régulièrement à se battre contre ces adultes. Et lors d'une énième attaque de ces adultes, il y a un géant, une personne absolument gigantesque qui va pénétrer dans l'usine et étonnamment aider les enfants. Il va se retrouver blessé et les enfants vont au moins tenter de le maintenir en vie parce qu'ils se disent « s'il nous a aidé une fois, il pourra peut-être nous aider une deuxième fois ». Sauf que très rapidement, il y a le patron, on va dire, de cet homme qui arrive pour récupérer du coup son bras droit et il va trouver en Sam, le protagoniste et l'un des enfants de l'usine, un travail assez particulier, c'est de lire les notes que le géant écrit puisque c'est le seul enfant à lire et même les adultes ne sont pas capables de lire, mais le géant est capable d'écrire et Sam va pouvoir transmettre les messages que le géant écrit dans son carnet. Va commencer alors une espèce de négociation où Sam va devoir travailler pour cet homme qui est un mafieux, on va dire, en tout cas il travaille un peu dans les bas-fonds de Denver, pour s'assurer la sécurité des enfants et peut-être leur amener de l'argent pour peut-être un peu mieux vivre. Mais on se doute bien que ça ne va pas forcément se passer comme prévu. J'avais adoré la trajectoire du personnage principal qui se retrouve mêlé justement dans des affaires qui sont bien trop grandes pour lui, surtout de son jeune âge, je crois qu'il a aux environs de 12 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Donc se retrouver dans des affaires de mafieux, pour des enfants, c'est peut-être pas le meilleur plan de carrière, on va dire. Et puis il va devoir jongler entre sa loyauté avec Cora, la chef du groupe d'enfants, et la loyauté, ou en tout cas le travail qu'il doit aux adultes. Ce que j'avais énormément aimé aussi dans ce livre, c'était les descriptions, où on était vraiment plongé dans ce Denver des années 1800. C'était vraiment palpitant à suivre et on a un peu ce côté western qui peut ravir justement celles et ceux qui aiment le genre un peu western. Et enfin, on va terminer avec une lecture un peu plus douce avec Les 5 parfums de notre histoire de Laure Margerand. Cela fait 5 ans que Charlotte vivote et qu'elle essaye de se remettre de la mort de son petit garçon qui est mort de la mort subite du nourrisson. Son corps, dans un syndrome post-traumatique assez particulier, lui a coupé le sens du goût et de l'odorat. Et je vous rassure, ce n'est pas lié à un certain virus qui est arrivé à ce moment-là, dans les années 2020, n'est-ce pas ? Et même son travail de coach littéraire n'arrive pas à lui redonner vraiment goût à la vie. Un jour, elle va recevoir un mail vraiment très étrange de Pierre-Emmanuel Frand
qui est un peu le Guillaume Musso de cet univers. C'est typiquement l'auteur à succès. Dès qu'il sort un livre, il est top 1 des ventes dès la première semaine. Et dans ce mail, Pierre-Emmanuel Frand lui propose une collaboration puisqu'il souhaite écrire un livre pour reconquérir son ex. Et le principe de ce livre, c'est qu'il va parler des 5 parfums de notre histoire. Et afin de mener ce projet, il a également sollicité l'aide d'un nez grassois, donc d'une personne qui s'occupe des parfums à Grasse, pour justement permettre de sentir ces grands moments de l'histoire de ce couple. Charlotte est totalement emballée par l'idée, mais comment faire pour travailler sur un tel projet alors qu'elle n'a plus le sens de l'odorat ? C'est un livre qui m'a marqué en 2020 puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette sensation d'urgence à lire un livre et même d'être en mode « Oh non, faut que j'aille travailler, faut que j'arrête de lire ». C'était fluide, les personnages sont attachants, c'est assez drôle, on est un peu plus sur de la littérature feel good, malgré le fait qu'on parle de la mort subie du nourrisson, ce qui n'est pas un sujet drôle ou léger du tout. Et ce que j'avais particulièrement aimé dans cette édition, donc chez J'ai lu, mais le grand format on va dire, c'est qu'ils avaient permis d'avoir les fameux 5 parfums. Le marque-page permet de sentir les parfums qui ont été créés pour l'occasion. Et à chaque fois qu'un parfum est mentionné, c'est à ce moment-là on doit lire, on doit sentir, petit lapsus révélateur, c'est à ce moment-là qu'on doit sentir le parfum. Et malheureusement, ils n'ont pas réitéré l'expérience pour le poche. Donc, je vous avoue que c'est peut-être un chouïa gadget. Parce que, voilà, en soi, vous pouvez lire le livre sans avoir cette idée de senteur, mais j'ai trouvé l'idée un peu sympa. Je sais pas, c'est un livre qui m'a... Ouais, c'est un livre qui m'a marqué, qui m'a touchée. C'est peut-être typiquement le genre de livre dont j'avais besoin à ce moment-là. Et voilà, ça m'a fait plaisir de le lire et j'en garde un bon souvenir. On va s'arrêter là pour les lectures de 2020. Je vous avais dit, ça va être beaucoup moins long que la vidéo de mon début d'année 2025. Donc, on va garder un rythme comme ça, je pense, pour les autres, puisque on est globalement sur les mêmes nombres de livres, à 1 ou 2 près. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres qui vous ont marqué en 2020. Peut-être qu'on a quelques livres en commun, je ne sais pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.